Je pense que vous devez suivre l'élément qui va suivre. Que vous me permettez une fois de plus de saluer les trois chefs d'État pour le courage qu'ils ont eu de prendre une orientation que tout le monde sait peut vous coûter la vie. Et je salue également le travail qui a été abattu par nos représentants diplomatiques, les trois ministres des Affaires étrangères. Vous savez très bien qu'après la rencontre du 16 septembre 2023, ce qui guettait individuellement et collectivement les différents pays, ce qui a été produit comme documentation ou même prise de parole, dans certains milieux, il fallait oser. Donc c'est des gens qui ont manqué de sommeil. Je ne dis pas que le sommeil est entièrement revenu, mais ce sont des personnalités à féliciter. Parce qu'ils ont osé, il faut le dire très sincèrement. Maintenant, pourquoi ça dérange? Nous avons bien dit que nous sommes dans une guerre qui a été fabriquée et imposée pour mieux nous dominer, nous piller. Mais justement, quelqu'un qui vivait à l'aise, qui utilisait votre somnolence, votre niveau bas de conscience, de prise de conscience, où il utilisait toutes les forces pour vivre de votre sang. Mais si vous prenez conscience et vous dites à partir d'aujourd'hui, mon sang ne sera plus sucé, vous ne prenez pas cette décision pour qu'il soit à l'aise. Ça dérange. Mais l'essentiel est que vous puissiez être maintenant à l'aise et avoir toutes les valeurs qui qualifient la vie humaine. Nous savons très bien que ce qui est en cours aujourd'hui, ils n'ont jamais changé depuis qu'ils ont pris la décision des années 1685, a dit dans le code noir que le noir est un objet qu'on peut manipuler, taillarder, vendre, prêter et en faire ce qu'on veut. Donc, avoir des dirigeants qui à un moment donné disent non, ça n'est de trop. Et quand tu regardes également dans l'histoire, ceux qui ont eu le courage, le même courage, ce qu'ils ont subi, il faut réfléchir par deux fois pour oser faire ce que les trois chefs d'État ont pu entreprendre comme direction pour pouvoir sauver les générations. Et si on pensait individu, ils n'allaient pas le faire. C'est parce qu'ils estiment que non seulement il faut se battre, se sacrifier aujourd'hui pour réserver un lendemain meilleur aux générations futures. J'ai eu à dire une fois quand j'étais dans le gouvernement, lui il peut attester, qu'en principe, à tous les niveaux de responsabilité de l'État, nous sommes dans une période où, même pour dormir, il faut laisser ta culotte très proche parce qu'elle peut être amenée à être portée à n'importe quel moment. Donc de ce point de vue, c'est un appel constant 24 heures sur 24 à être en alerte. Donc c'est tout à fait normal que, quel que soit votre niveau de responsabilité, que ce soit ministre, président d'institution, c'est parce qu'il y a un pays qui existe que vous avez ce niveau de responsabilité. Donc si la vie du pays, l'avenir du pays est engagé, vous devrez vous mettre à un niveau de combat permanemment. Et j'ai aussi dit qu'en principe, l'armée devait doter tous les responsables d'institutions. Nous sommes en émission tout de suite. Si on nous disait que dehors, c'est parce qu'on souhaite que dehors ça chauffe, mais on ne devait pas chercher à appeler une sécurité à quelque part, sauf si c'est un renfort. Nous, on doit être capable de faire face. Et de ce point de vue, nous sommes des Wahis et on le réclame. Okay. Le deuxième niveau, c'est la jeunesse. La jeunesse doit d'abord prendre conscience que ceux qui sont au devant des postes de responsabilité aujourd'hui sont des gens qui se sont engagés pour sacrifier leur vie. Parce que quand vous prenez, nous tous autour de la table, aujourd'hui, appréciant les textes statistiques de nos pays en termes d'expérience de vie, vous allez trouver rarement qu'ils n'ont pas dépassé ce cap. Ça veut dire qu'ils pouvaient dire qu'à cette étape, j'ai quoi à gagner à prendre des risques. Parce que ceux qui ne veulent pas prendre les risques, c'est parce qu'ils ne veulent pas affronter le feu. Mais les responsables qui sont devant aujourd'hui, ils pouvaient se dire également, ils ont quoi à gagner. Si je prends l'exemple de notre chef d'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, mais quelqu'un qui a sa position auprès de ses frères, mais eux tous pratiquement mettent leur jeunesse dans des braises pour calciner, mais un jeune assez conscient ne peut pas s'asseoir croiser les bras. Et pour terminer, je l'ai dit dès l'introduction, il appartient à chaque génération de déterminer ses missions, de les assumer ou en tout cas de marquer de façon très malencontreuse l'histoire, ce qu'on ne souhaite pas. Donc nous invitons la jeunesse à rester éveillée. Question nucléaire. Si aujourd'hui les États-Unis et Israël s'attaquent à l'Iran, c'est avant tout parce qu'ils ne veulent pas que ce pays accède à l'arme atomique. L'enjeu central n'est pas seulement politique ou idéologique, il est stratégique. Certains affirment parfois sur les réseaux que l'Iran posséderait déjà la bombe atomique. Mais soyons réalistes, si l'Iran détenait effectivement l'arme nucléaire opérationnelle, il est peu probable que des attaques directes auraient été menées contre lui de la même manière. L'histoire montre que la dissuasion nucléaire change profondément les rapports de force. Ce que redoutent Washington et Tel Aviv, c'est précisément qu'un État considéré comme hostile développe une capacité nucléaire militaire capable d'équilibrer le rapport de force. Pour les grandes puissances, la prolifération nucléaire est tolérée lorsqu'elle concerne des alliés stratégiques, mais combattue fermement lorsqu'elle touche des États perçus comme adversaires. La question qui se pose alors est simple. Si cette logique s'applique à l'Iran, qu'en est-il d'autres nations qui aspirent à développer des capacités similaires? En l'occurrence, le président burkinabé qui le disait
aux étudiants burkinabés en Russie. Lorsqu'un pays est faible, il est voué à disparaître dans ce monde de prédation. Il faut qu'on soit fort. Et aujourd'hui, les pays qui sont nucléaires sont forts. Ils ne perdent jamais une guerre. Mais la bombe nucléaire, vous avez tous fait atomistique, c'est sûr. On vous dit que c'est un neutron qui frappe un noyau, qui se divise, ça libère de l'énergie. On connaît l'équation, mais comment enrichir même pour changer d'isotope? Comment enrichir? Comment le faire pratiquement? Profitez donc apprendre, parce que nous avons besoin de vous pour développer nos pays. Mes chers amis, la seule véritable alternative pour l'Afrique reste l'unité. Si le continent veut développer sa souveraineté, qu'il s'agisse de défense ou de capacités nucléaires, il est impératif que les États africains agissent de manière coordonnée et solidaire. Pourquoi? Parce que la force d'un État isolé est limitée face aux grandes puissances. L'histoire récente montre que quand la CEDEAO a menacé d'intervenir au Niger, c'est la réaction collective et la cohésion des acteurs régionaux qui ont déterminé l'issue et empêché l'intervention de la CEDEAO. Pour espérer imposer un rapport de force équilibré sur la scène internationale, les nations africaines doivent parler d'une seule voix. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? En définitive, la situation en Iran et les pressions exercées sur les nations souveraines nous enseignent une leçon cruciale. Si nous voulons véritablement développer notre souveraineté, qu'il s'agisse de défense, d'énergie ou d'économie, ou même de technologie, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Cela signifie parler d'une seule voix, coordonner nos actions et défendre nos intérêts collectifs avec courage et détermination. L'unité africaine n'est pas un idéal abstrait, c'est une stratégie indispensable. Reste à savoir si toute l'Afrique peut parler d'une seule voix. Si oui, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Sinon, les États de l'AES sont sur la bonne voie. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça?